Jour de conseil des ministres au palais de Kosiam, le gouvernement de la transition autour du président Michel Kafando. Plusieurs grands dossiers au menu, les obsèques des martyrs, les pertes subies par le secteur privé suite au putsch. Le gouvernement annonce la construction d'une nouvelle cité universitaire aux 1200 logements. Tous les détails dans ce journal. Fini les vacances, les élèves ont repris aujourd'hui le chemin des classes. C'est le grand sujet de ce journal. Problème de place dans les établissements, transport des élèves ou encore manque de matériel dans certaines classes. On s'arrête sur les grands défis de cette année scolaire. Le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base du Burkina est notre invité. Les observateurs électoraux de l'Union européenne sont prêts pour accomplir leur mission de surveillance du scrutin au Burkina. Ils sont 80 prêts à être déployés dans les 13 régions. En attendant la date des élections, ils ont rencontré la presse pour présenter leur dispositif. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce jeudi, le gouvernement a retrouvé le cadre du palais de Kosiam autour du président Michel Kafando pour le conseil des ministres. Plusieurs dossiers sur la table, les obsèques des martyrs du coup d'État, le bilan des pertes subies par le secteur privé, mais aussi la grande rentrée scolaire, tout en condamnant l'occupation anarchique des cités universitaires par des étudiants. Le gouvernement annonce la construction d'une nouvelle cité de plus de 600 lits aux 1200 logements. Alassane Zéo, Ernest Kambiré. Principale information de ce conseil des ministres post-coup d'État tenu au palais de Kosiam, les martyrs de ce coup de force seront inhumés demain 9 octobre 2015 après un hommage de la nation place de la Révolution. À partir de 8 h au niveau de la place de la nation et ensuite au cimetière municipal de Bungé. Toujours en rapport avec le coup d'État, le conseil des ministres de ce jour a fait le point des pertes subies par le secteur privé burkinabé. Et selon les premières estimations, le secteur privé burkinabé aurait subi des pertes de l'ordre de 56 milliards de francs CFA durant les 10 jours qu'a duré la crise. On a estimé l'ordre de près de 6 milliards de pertes pour le secteur privé au niveau du secteur primaire. Pour le secteur secondaire, vous n'êtes pas sans ignorer que toutes les usines étaient fermées pendant près de 10 jours. Les pertes ont été estimées à environ près de 15 milliards à peu près. Et pour ce qui est du secteur tertiaire, là où tous les services étaient fermés, les banques, les assurances, tous les hôtels, les pertes ont été estimées à ce niveau à près de 36 milliards. Quant au ministre de la Santé, il a soumis au Conseil un rapport relatif au plan de préparation et de riposte face à une éventuelle épidémie de méningite pour l'année 2016. C'est d'anticiper pour décliner toutes les actions entrant en tout cas dans le cadre d'une riposte éventuelle à une épidémie de méningite qui surviendrait dans notre pays au cours de l'année 2016. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a présenté au Conseil un rapport sur 11 cas de conflits sociaux où des travailleurs étaient ou sont en conflit avec leur employeur. Il y a effectivement des cas pour lesquels le comité interministériel qui a fait les propositions a suggéré que ces dossiers-là soient classés parce que manifestement les requêtes étaient mal fondées. Il y a des cas pour lesquels les propositions allaient dans le sens d'accélérer le cours de la justice. Et donc nous avons pris langue avec la ministre chargée de la justice pour que diligence soit assurée au niveau de la justice en ce qui concerne le traitement de ces dossiers sociaux. Au titre du ministère en charge des enseignements supérieurs et secondaires, le Conseil a examiné plusieurs dossiers. Il s'agit entre autres de la rentrée académique 2015-2016 et de la question des cités universitaires qui font l'objet depuis quelques jours d'occupation anarchique par certains étudiants. Ce n'est pas normal. Il faut que les étudiants considèrent qu'ils sont aussi des citoyens ordinaires, ils n'ont pas plus de droits que les autres, que ce pays-là a connu des problèmes sérieux du 16 au 29, on n'a pas travaillé. Si les étudiants arrivent, ils cassent les portes, ils cassent tout, et puis ils cassent la porte de la chambre, ils s'installent, ce n'est pas normal. En tout cas, le Conseil, de façon unanime, a réprouvé cette situation. Et pour résoudre un tant soit peu ce problème, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme annonce la construction d'une cité universitaire R+4 de 600 lits, 6 à la cité 1200 logements de Ouagadougou. Bien évidemment, ce sera une cité moderne qui aura un coût légèrement plus élevé que les cités qu'on a, mais nous avons pensé qu'avec la multiplication des écoles de formation supérieure, il était important justement d'offrir notre alternative.
Il s'agira, selon le ministre Bagoro, d'offrir aux étudiants burkinabés une cité universitaire supplémentaire qui sera dotée de toutes les commodités. Ce communiqué pour poursuivre le gouvernement de la transition porte à la connaissance des populations et des amis du Burkina Faso qu'il organise le vendredi 9 octobre 2015 à partir de 8 h à la place de la Nation les obsèques des martyrs du coup d'État du 16 septembre 2015. Ces obsèques se feront à travers des hommages de la nation entière aux martyrs et une prière œcuménique. Après cette cérémonie, l'inhumation des dépouilles de nos martyrs aura lieu au cimetière municipal de Gouin. Le gouvernement de la transition s'incline devant la mémoire de ces martyrs et invite la population à prendre massivement part à ces obsèques. Il présente ses sincères condoléances aux familles des martyrs. À ce sujet, la Direction générale du protocole d'État informe la population et les personnalités que l'heure limite d'arrivée est fixée à 9 h 30. À cette occasion, la RTB vous propose un plateau spécial ce vendredi à partir de 9 h 45. Vous aurez des images de la résistance, des témoignages, des analyses et les images de la cérémonie d'hommage. Avant de poursuivre, sachez également que les conclusions du rapport d'expertise balistique et de l'autopsie pratiquée sur les corps supposés du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons sera transmis aux avocats des parties ce mardi 13 octobre 2015. De sources proches du dossier, les avocats sont attendus à 9 h au cabinet numéro 1 du juge d'instruction au tribunal militaire de Ouagadougou. Initialement, c'est le 17 septembre dernier que les conclusions devaient être transmises aux avocats, mais l'opération a été différée au regard du contexte engendré par le putsch du RSP. Les vacances sont terminées pour les élèves du Burkina, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou de l'université. Tous ont repris ce matin le chemin des classes. C'est le jour des grandes retrouvailles avant les angoisses des devoirs de contrôle, mais aussi des examens au lendemain du putsch qui a entraîné un réaménagement du calendrier. Tous les acteurs espèrent une année apaisée et sans accroc. Gérard Sommet, Nathalie Kaoré. Que ce soit dans les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement général, les élèves se sont présentés en ce premier jour des classes. Il est 6 h 30 au lycée Philippe Zenda Kaboré. Pendant que certains élèves continuent d'arriver, d'autres, et notamment les tout nouveaux, sont déjà là et consultent les listes pour retrouver leur classe. Monsieur Salambéré assiste à son fils pour cela. Je suis venu avec mon enfant pour voir si son nom est là. Bon, il est affecté ici, mais je n'ai pas encore vu le nom là. Une fois leur classe identifiée, ces élèves qui entament une nouvelle expérience dans leur vie scolaire peuvent maintenant exprimer leur état d'esprit. Je me sens bien. Oui. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je vais bien travailler et je dois rester sage sans faire la barre avec eux. Chez les plus grands, on est plutôt préoccupé par les éventuelles conséquences du report de la rentrée sur le déroulement de l'année scolaire. Même quand la rentrée est normale, on n'arrive pas à finir nos programmes. Ça, c'est déjà un. Maintenant qu'ils ont reporté, je me dis qu'on ne pourra pas finir nos programmes, à moins qu'on fasse vraiment un effort. La même inquiétude est partagée par le premier responsable du lycée Philippe Zenda Kaboré. Quand même, ça fait presque 2 semaines de cours de mise en train. On va peut-être essayer d'espérer que tout ce que le pays a traversé va nous donner maintenant une session scolaire calme et les petites revendications, les perturbations multiples pendant l'année scolaire vont s'arrêter. Et si c'est le cas, vous voyez que ce petit retard qu'on a accusé là sera rattrapé. L'autre ambiance en ce jour de rentrée scolaire, c'est la reprise du petit commerce au sein des établissements. Et en la matière, la gamme est variée. En plus de la nourriture, même des objets de parure sont proposés aux élèves sur place. Et alors que les premières leçons sont déroulées dans les classes, le problème de place trouble encore le sommeil de beaucoup de parents d'élèves. Dur d'inscrire son enfant quand la plupart des établissements affichent complet. Certains parents sont prêts à tout. Une situation décryptée pour nous par Frédéric Etienne Bassenga. La rentrée scolaire est un casse-tête chinois pour les parents d'élèves admis au CEP. Chaque année, des écoles privées et publiques s'ouvrent,
mais le problème de place reste toujours posé. Dans la région du centre, par exemple, ils sont au total 38 626 élèves à avoir eu le CP cette année. Mais seulement 15% de ces élèves pourront soit être dans une école privée conventionnée ou dans une école publique. À cet effet, le privé avec ses 177 classes absorbe 3341 élèves, soit en moyenne 18 par classe, et le public avec ses 88 classes, 2418 élèves, soit en moyenne 27 par classe. Attardons-nous sur le public avec ses 27 élèves par classe. Dans la réalité, les classes de 6e comptent en moyenne 60 élèves par classe à Ouagadougou. Alors, à qui appartient ces places qui constituent le surplus? Ou encore, par quel mécanisme ce surplus va-t-il être recruté? L'on pourrait également se demander pourquoi l'État ne garantit une place en 6e qu'à 15% des admis au CEPE dans la région du centre. L'explication la plus plausible est que l'État ne construit plus assez d'établissements dans la région du centre, ou du moins les infrastructures n'ont pas suivi le taux de scolarisation. La question que l'on pourrait également se poser au regard de cette situation, où iront les autres? Bien évidemment, ceux qui ont les parents qui ont les moyens trouveront des places dans les écoles privées pour leurs enfants, et ceux qui n'en ont pas seront condamnés à trouver autre chose à faire pour leurs enfants. Quelle place donc pour le continuum éducatif qui dit que l'école est obligatoire pour tous les enfants burkinabés de 0 à 16 ans? Décryptage signé Frédéric Etienne Bassenga. Direction à présent Dango, un village de la commune de Boussouma dans le Boulgou. Là-bas aussi, c'est la rentrée et de nombreuses inquiétudes refont surface. L'école du village a été entièrement construite par les parents d'élèves. Manque à présent de matériel de travail, notamment les tables bancs. Autre problème, l'école connaît une forte déperdition. Constat, Ibrahima Sombier et Éléonore Yerbanga. Dango, village de la commune rurale de Boussouma dans la province du Boulgou. Une localité habitée par une forte communauté bissa dont la plupart a immigré en Italie mais avec toujours une pensée pour leur patrie. Cette école normalisée est l'œuvre des ressortissants du village. 6 salles de classe, 4 logements pour enseignants, un forage et un magasin équipé entièrement réalisé par l'association des parents d'élèves à hauteur de 40 millions de francs CFA. On nous a dit de ramasser les gravillons, les sables. Ça, c'est les mains de pilage. On a fait. On a aidé le projet à travailler, à construire jusqu'à la fin. Après 8 années de fonctionnement, l'école primaire d'Angobé a aujourd'hui besoin d'un accompagnement du gouvernement avec notamment des équipements, mais aussi et surtout d'une assistance pour l'occupation des salles de classe. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est le soutien au niveau matériel. C'est au niveau matériel surtout. Et encore, avoir un terrain. On n'a pas un terrain. On a un terrain, mais ce n'est pas aménagé. C'est les enfants qui aménagent pour pouvoir jouer. Et l'an passé aussi, quand on n'a pas eu de vivre, ça fait aussi, les enfants aiment à flirter aussi. Donc il faut des vivres pour flatter les enfants. Les enfants aiment l'école. Arrivé un moment, surtout les grands qui ont déjà atteint, qui ont fait le collège un peu là, c'est pas pourquoi eux abandonnent. Ils voient les aventuriers, ils disent que qu'ils vont devenir comme eux. Ils abandonnent l'école. L'immigration pourrait donc expliquer cet état de fait, mais la direction régionale de l'éducation nationale entend mettre tout en œuvre pour ramener les enfants dans les salles de classe. Nous allons entreprendre avec les différents acteurs des activités de mobilisation sociale pour voir comment est-ce que vraiment on va améliorer la fréquentation et du même coup maintenant améliorer des résultats, que ce soit au niveau des passages, que ce soit au niveau des examens. Parce que nous avons des activités de mobilisation sociale qui sont menées au niveau de la DRENA et nous allons nous orienter vers cette zone-là. À Dango, les parents d'élèves disent travailler ensemble avec tous les acteurs de l'éducation pour offrir un cadre enchanteur aux enfants du village, futur cadre du Burkina Faso.
Et comme annoncé en titre, je reçois à ce sujet le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base du Burkina, Monsieur Saïdou Ouedraogo. Bonsoir et merci pour votre disponibilité. Alors on l'a vu dans les reportages, c'est la grande rentrée scolaire, manque de place dans les établissements, manque d'équipement. Selon vous, quels sont les grands défis à relever pour réussir cette année scolaire? Merci. Je crois que l'un des premiers défis, c'est déjà que l'État soit capable de répondre à la demande. Et pour ça, on a parlé du fait qu'on ne construit plus d'écoles, notamment dans les grands centres. Il y a également l'effet du passage de tous ceux qui sont admis au CEP, qui fait qu'aujourd'hui, on est en face d'un goulot d'étranglement et l'État doit donc assurer de la place pour tous ces élèves. Parce que au terme de l'année scolaire écoulée, on a vu que c'était des bâtiments d'emprunt, quelquefois des magasins non occupés de l'ex-of Nasser, etc. Ce n'était pas véritablement des conditions pour que les élèves soient aptes à produire et à fournir les efforts attendus. Du coup, c'est un défi que l'État doit relever. Il y a celui également de prendre en compte le retard que certains élèves ont d'ailleurs évoqué. Il y a déjà 2 semaines qui ont été perdues. La rentrée académique, administrative du moins, ne s'est pas faite au moment où elle devait se faire. Et les élections se profilent à l'horizon. Il y a donc des possibilités qu'il y ait encore du retard. C'est un défi qu'il faudra relever. C'est des retards également qui s'accumulent parce qu'on sait que justement le fait de vouloir mettre en place le continuum a conduit à des retards énormes l'année dernière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves de 6e de l'année dernière, on se demande s'ils vont faire une 6e bis ou si véritablement ils vont en 5e parce qu'on n'est pas certain que tous ont achevé les programmes. Il y a également la responsabilité de l'État de faire face à un certain nombre de passifs parce que ces classes du continuum ont fonctionné avec des vacataires et beaucoup parmi eux n'ont pas été payés. Et je sais qu'il y a au moins 300 établissements dans lesquels les vacataires attendent leur rémunération de 2e et 3e trimestre de l'année dernière. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faudra qu'on fasse vraiment diligence pour nous assurer que l'année scolaire actuelle va se passer dans de bonnes conditions. Alors beaucoup de défis donc à relever. À vous écouter, on a l'impression qu'il y a un paradoxe parce qu'au même moment où l'État rend obligatoire l'école de 0 à 16 ans et institue donc ce continuum-là, on remarque également comme un désengagement donc de l'État, notamment dans les centres urbains, en matière notamment de mise à disposition des infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau? Oui, naturellement, on a du mal à comprendre. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais on a du mal à comprendre parce que pour nous, véritablement, l'État doit assumer ses responsabilités. Déjà, le fait d'avoir pris la décision de mettre l'obligation scolaire de 3 à 16 ans, c'est déjà une bonne chose qu'il faut saluer. Maintenant, il faut assurer les implications aussi de cette décision. Et nous disons que, vous avez dit quelque part, est-ce que l'État a les moyens de sa politique? Moi, je dirais, est-ce que l'État se donne véritablement les moyens de sa politique? Parce que quand on entend parler de tout ce qui manque, le mobilier, la cantine, et qu'on voit par exemple que pas plus tard que lundi prochain, on va engager des millions pour organiser une cérémonie de lancement de la rentrée. Je me demande quelle valeur ajoutée cette cérémonie peut avoir par rapport aux conditions de vie et de travail des élèves et des enseignants dans les classes. Donc c'est aussi des choix. Parce qu'il faut voir, je ne dis pas que ce n'est pas important de lancer, mais est-ce que c'est aussi indispensable par rapport justement à des indemnités qu'on doit, à des tables bancs qui manquent, à des cantines qui ne fonctionnent pas, à du personnel enseignant dont on ne dispose pas. Donc c'est un problème de choix politique. Alors le taux de scolarisation, il progresse très bien. Actuellement, on parle de 75 à peu près %. Alors, mais pour quelle qualité de l'enseignement? Parce que les gens dénoncent en le même temps, donc les observateurs, la baisse de la qualité de l'enseignement. D'abord, est-ce que c'est votre constat? Et si c'est le cas, comment on peut expliquer cette dégradation de la qualité? Je crois qu'il faut vouloir jouer la politique de l'autruche que de croire qu'aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître que la qualité de l'éducation est en train de baisser. Mais c'est un ensemble de facteurs
qui implique tous les acteurs, pas seulement l'État, pas seulement les enseignants, pas seulement les encadreurs, pas seulement les ONG ou les associations, mais aussi les parents quelquefois. Parce que chacun a sa part de responsabilité dans la chute de cet effectif et de cette qualité. Si vous prenez par exemple aujourd'hui, je m'excuse de dire ça comme ça, il y a comme une épidémie d'écoles privées de formation des enseignants. Quel est le contrôle que l'État a dans la qualité des enseignements qui sont donnés dans ces établissements-là? On va à l'enseignement plus par défaut que par vocation. Comment on peut faire un travail de façon qualitative si véritablement on n'a pas un amour prononcé pour ce travail qu'on a choisi, auquel on est astreint, j'allais dire. Donc c'est autant de choses qui font que véritablement il est difficile aujourd'hui d'accuser un groupe ou une institution par rapport à la faiblesse. Je crois que nous sommes tous responsables et il est indispensable qu'on ait un espace de dialogue véritable qui réunisse tous les acteurs pour permettre à chacun de jouer sa partition et d'assumer aussi ses responsabilités vis-à-vis de cette baisse de la qualité. Vous prenez les manuels, on a encore des manuels qui sont pleins de fautes, avec des enseignants qui ne sont pas suffisamment bien formés, avec un encadrement pédagogique qui n'est pas assuré. Bon, tout cela concourt nécessairement à faire chuter la qualité. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. On n'a pas le temps de développer davantage parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on est pris par le temps. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau et nous apporter vos éclairages. Un rappel donc, je recevais pour vous M. Saïdou Ouedraogo, le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base du Burkina Faso. On reste sur le sujet de la rentrée scolaire. L'autre grand souci pour les parents reste le transport quotidien de leurs enfants vers les établissements. Certains d'entre eux optent pour le transport en commun et ils ont leur raison. Du côté de la Sotraco, on s'organise. L'heure des premiers trajets est ramenée à 5h30 et des mesures sont prises pour accélérer les rotations et réduire le temps d'attente. Yacouba Diallo, Konsoun Koulibaly et Ismaël Diloma Silima. La rentrée des classes rime avec le problème de déplacement des élèves. Pour résoudre cette équation, ces élèves et étudiants ont adopté le bus comme moyen de transport pour se rendre dans leur établissement. Et plusieurs raisons expliquent ce choix. Vu un peu les conditions des étudiants, on n'a pas les moyens. Donc avec ce transport commun, là, on arrive à destination. Quand tu es dans un véhicule comme les bus, ça te permet d'éviter un temps soit peu les accidents. Quand tu es à deux roues, les accidents, ça peut venir à tout moment, mais quand même, quand tu es dans un bus, tu es quand même en sécurité. Quand vous regardez le moyen de transport individuel, quand vous voyez le coût sur le budget, il avoisine 15% et pour les revenus faibles, ça va jusqu'à 30%. Donc c'est quand même important. Pour satisfaire davantage ces jeunes en quête de savoir, la Société des transports en commun a ramené l'heure de la première desserte à 5h30. Elle s'est également enrichie de 14 véhicules dans le but de réduire le délai d'attente à 30 minutes. Il faut dire que par rapport à cet objectif au niveau de la Sotraco, nous voulons que d'ici à 2020, que ce délai d'attente n'excède pas 15 minutes. La Société des transports en commun a également demandé aux autorités chargées d'aménager les villes de leur offrir des sites pour en faire des terminus et aussi de leur délimiter des chemins pour autobus. Depuis quelques semaines, des voix s'élèvent pour demander la reprise des concours de la fonction publique concernés par les fraudes. Hier, le sujet a été évoqué au point de presse du gouvernement. Selon le ministre Loada, cette reprise risque d'avoir des répercussions importantes sur le déroulement de l'année académique des écoles de formation. Explication, Amado Ilboudo et Aboubakar Sayon. Les concours de la fonction publique session 2015 concernés par la fraude vont-ils être repris? Pour le professeur Augustin Loada, la question est très sensible et doit être traitée avec beaucoup de responsabilité. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas annuler ou pas, mais la rentrée, c'est en octobre. C'est en octobre. Qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver avec des situations ingérables comme à l'université où on ne sait plus quand on commence l'année. Il y a les professionnels qui attendent les concours directs pour commencer l'année. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc, il ne faut pas croire que c'est une question simple
un manque de volonté, on a envie de cacher quelque chose, ou on a envie de faire passer des gens, etc. Non. En plus de ces questions pratiques, il y a l'aspect judiciaire et les procédures en la matière doivent être respectées selon le gouvernement. Nous avons tous les résultats, quasiment tous les résultats des concours qui sont là, qui sont disponibles. Il y a des gens qui attendent, mais nous sommes obligés d'attendre que la décision de justice tombe avant de prendre un certain nombre de décisions. Parce qu'au moment où on vous parle, les gens qui sont à la MACO, ils sont présumés innocents. Le jugement de l'affaire des fraudes au concours direct de la fonction publique session 2015 débute ce vendredi 9 octobre. Le chef de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge était hier chez le Premier ministre. Les agents de la Croix-Rouge étaient sur le terrain lors du putsch manqué de RSP pour porter secours et assistance aux blessés. Les deux personnalités sont revenues sur ce sombre épisode dans leurs échanges. Compte rendu Mathias Trabo et Aruna Mari. Le chef de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge chez Yacouba Isaac Zida, Jean-Jacques Chamala, est venu exprimer la reconnaissance de l'organisation humanitaire aux autorités burkinabè suite aux récents événements. Vous savez, au plus fort de la crise, le comité international de la Croix-Rouge, avec la Croix-Rouge du Burkina Faso, nous étions sur le terrain pour évacuer les personnes qui étaient affectées par cette situation, les amener à l'hôpital, principalement des Agado, que nous avons soutenu aussi pendant ces événements. Et puis c'était tout à fait normal que je vienne voir le Premier ministre pour le remercier pour cette collaboration des autorités, lui présenter les encouragements du CICR. Le putsch manqué du Conseil national pour la démocratie a fait 14 morts et 251 blessés selon le gouvernement. Une cérémonie est prévue vendredi en hommage aux martyrs. La date des élections n'est pas encore connue. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, elle, est déjà sur place. Ils sont au total 80 et sont au Burkina depuis le 5 septembre dernier, prêts à être déployés dans les 13 régions. Ce matin, la mission a rencontré la presse. Le mandat et le dispositif étaient au centre des échanges. Yacouba Gamene, Adama Koulibaly. Observer et analyser l'ensemble du processus électoral afin d'en faire une évaluation impartiale et objective, tel est le mandat de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burkina pour les élections couplées présidentielles et législatives de cette année 2015. Notre mission, c'est une mission d'observation et c'est une mission qui est ici pour accompagner, mais qui est aussi ici pour pouvoir écouter ou bien recevoir, disons, certaines observations ou certaines remarques de la part de Burkinabé. Depuis un mois déjà, une partie de cette mission séjourne au Burkina et en tout, plus de 80 observateurs seront déployés sur le territoire national pour le suivi de ces élections. La mission, comme vous voyez, avec un calendrier qui était établi avec les scrutins couplés le 11 octobre, c'est pour cette raison que la mission était présente un mois avant les élections, bien avant, un mois avant les élections. Pour cette raison, notre analyse, c'est toujours une analyse détaillée et complète qui nécessite beaucoup de gens sur le terrain, une équipe d'encadrement qui est présente ici à votre de vous, et des observateurs aussi de courte durée qui vont nous rejoindre quelques jours avant le scrutin. Pour mener à bien son mandat, cette mission compte s'appuyer sur des principes, notamment l'indépendance, la non-interférence dans le processus électoral, l'impartialité et le respect d'un code de conduite et des lois nationales. Suite de la tournée des ministres en charge du développement rural, les 3 ministres étaient hier dans les Hauts-Bassins pour faire le point de la campagne agricole. Ils ont visité des champs à Toussiana et à Bobo-Dioulasso et là aussi, la situation est satisfaisante. Idrissa Warga et Moumouni Barou. Ponsidou Barou, exploitant agricole à Toussiana, fait partie des heureux producteurs de cette tournée des ministres en charge du développement rural dans les champs. Ici, par exemple, les parcelles de riz, de fonio, de maïs ou encore de coton sont toutes presque à maturation. Mais ces spéculations pourraient encore être plus avancées si les intrants étaient acheminés le plus tôt possible. En particulier les engrais,
qui ne sont pas arrivés à temps et qui, même du point de vue quantité, n'ont pas suffi. Nous avons le même problème avec les semences, les mêmes problèmes avec le matériel agricole, également avec les bœufs de trait. Ça arrive au moment où la campagne là est passée, quoi. Voilà, donc ça c'est un gros problème. La ferme de l'épouse de Pont Seydou a également fait l'objet de curiosité. Elle reçoit du gouvernement une charrette et des aliments pour sa volaille. Une autre ferme plus moderne, mais cette fois-ci à Bobo Doulassou. La ferme de Mamadou Samoura, où l'aviculture et la pisciculture font bon ménage. Depuis 1999 qu'il est installé, du point de vue performance, c'est excellent. Jusqu'à 95% de taux de compte, je crois que c'est vraiment une performance excellente. Alors, et on voit qu'il est en train, sinon qu'il a étendu ses activités à la pisciculture, justement pour valoriser les déchets, les fientes de la volaille, pour augmenter la production. Il fait également du maraîchage. Donc voilà en tout cas un exemple d'intégration, je veux dire agriculture, pêche, élevage, qui peut être un modèle. Quel est l'avantage de cette intégration agriculture-pisciculture? Le promoteur indique que la technique constitue une action majeure dans le plan stratégique de relance de sa ferme. On peut associer l'aviculture et la pisciculture en faisant des bassins entre les poulaillers. Ces bassins permettront de jouer à peu près le même rôle que les pad cooling jouent sous d'autres cieux. Donc ça fait un rafraîchissement des poulaillers. Ça fait également de l'humidification pour les poulets. À l'issue de la tournée, les ministres ont eu des échanges avec les producteurs afin de s'imprégner de leurs préoccupations. À cet effet, toutes les pistes seront étudiées pour accompagner les producteurs, a promis la délégation ministérielle. En rappel, dans la région de Haut-Bassin, il est attendu une prévision de 839 516 tonnes de céréales et 260 000 tonnes de coton. Un coup d'œil pour finir dans les colonnes des quotidiens. Parmi les sujets traités, la remise du matériel électoral à la CENI par l'Union européenne ou encore la rentrée scolaire. La revue de presse nous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Le journal Le Soir fixe l'attention sur la vente des aliments dans les écoles. Enfin, la rentrée des classes a sonné, rappelle le journal. Et les vendeuses se font de bonnes affaires, constate notre confrère. Mais sans se soucier de l'aspect hygiène, déplore le quotidien Le Soir. Les aliments sont exposés au soleil, côtoient mouches et poussières, avec pour conséquence des maladies. Le journal somme alors les associations de consommateurs d'observer une vigilance accrue. Des urnes, des classeurs, des cartons, des lampes, des piles, des gilets électoraux, des équipements électroniques et informatiques. Voilà du matériel électoral de près de 5 milliards de francs CFA offert gracieusement à la CENI par l'Union européenne. Détaille notre confrère d'aujourd'hui au Faso. Et maître Barthélemy Kéré de réaffirmer, je cite, « Nous sommes prêts et n'attendons que le gouvernement donne une date pour les élections. » Et citoyens s'exclament, « Vivement une date !» Les éditions Le Pays nous apprennent qu'au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à la désobéissance civile contre le référendum voulu par le président Sassou. Le journal pense que le Congo pourrait s'inspirer du mode opératoire des insurgés du Burkina, mais prévient aussitôt, ce ne sera pas une partie de Dombolo. Le courage et la détermination du peuple burkinabé continuent de susciter admiration et reconnaissance, même au bureau ovale de la Maison Blanche. Je cite, « Au Burkina Faso, des citoyens courageux et déterminés ont par 2 fois affaibli leur volonté en s'opposant avec succès aux tentatives d'écourter le processus démocratique. » Voilà, c'est la fin de ce journal quelque peu marathon. Merci pour votre attention. Tout de suite, vous pourrez suivre une synthèse du séjour du président du Faso à New York que nous proposent nos envoyés spéciaux. Bonne suite de programme.